La vie d'artiste. Stéphane Fumière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laylac. Bonjour Laylac. Bonjour. On reviendra sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous partagerons avec vous votre vie d'artiste, avec les musiques, les chansons qui parlent de votre parcours, de l'enfance à aujourd'hui. Et également dans cette émission, un grand témoin s'invitera pour parler de vous. Cette émission de La vie d'artiste est également écoutée avec inspiration. La première question de cette vie d'artiste, c'est est-ce que votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant ? Là en ce moment, non, là je fais un petit clin d'œil. En ce moment, c'est pas totalement le rêve. Avec la crise du Covid, voilà, la vie culturelle est fort mise entre parenthèses. Non, mais à part ça, non, bien sûr. C'est vrai que ça a commencé jeune en fait avec moi parce que c'est marrant. J'ai commencé à chanter à 12 ans. Je suis rentré dans une chorale. Voilà, c'était un peu c'était la chorale du collège Saint-Pierre à Uccle, et donc c'est vrai que et puis très rapidement j'ai commencé à monter des groupes de rock, etc. Évidemment on rêve de grandes scènes, de tournées, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Effectivement, je sors déjà mon 4e album, en tout cas avec mon projet Laylac, donc et puis j'ai grainé pas mal de scènes, de grosses scènes partout en Belgique et autres. Donc oui, on peut le dire, ouais. Je propose justement d'écouter un petit peu votre univers musical et donc d'écouter un extrait de cet album qui s'appelle I'm a Stranger. C'est We Need to Change et vous la chantez ici en live sur RCF. Avec plaisir. Oh, my dearest friends, this is not America. All your dreams are made of fake plastic trees. If I could change the world and bring peace to everyone, a brotherhood of men. One day we will unite. We need to change, find a new way today. A place to be shared with no frontiers, no games. I'm a dreamer, you will say. All we need is to change. Does anybody care? All right. Imagine a new world with no hunger, no wars. Let's break the walls tonight. Together side by side. How many seas have to be crossed? How many lives have to be lost? One love, one heart. One day we will unite. Together side by side. One day we will unite. We need to change, find a new way on today. A place to be shared with no frontiers, no games. I'm a dreamer, you will say. All we need is to change. Does anybody care? All right.
this to change. C'est la vie d'artiste. Voilà, donc c'était Lilac avec We Need to Change. Lilac, c'est Amaury Massion, c'est ça? Massion. Voilà. Dites-moi un petit peu qu'est-ce qu'elle évoque cette chanson. C'est un petit peu le message finalement de tout l'album. En gros, c'est vrai que moi, il faut savoir que le projet Lilac a toujours été intimement lié au voyage et à la nature. Le premier album, je l'avais composé en 2013 d'un grand tour que j'ai fait en Asie du Sud-Est à travers le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, vraiment la guitare sur le dos. Et c'est comme ça que j'ai finalement, au travers des rencontres, par exemple au Cambodge, où j'ai fait une rencontre assez extraordinaire au bord du Mekong, je suis arrivé dans un village vraiment complètement perdu au fin fond près de la piste Ho Chi Minh, pour ceux qui savent ce que c'est. Et il y avait un truc un concours de pirogues qui affrontait les différents villages du coin. Et j'ai été invité finalement à participer aux bénédictions des bateaux avec un feu au bord du Mekong, etc. Je leur ai chanté des morceaux, eux m'ont chanté des morceaux, et là je me suis rendu compte, j'ai eu une révélation, je me suis dit mais finalement la musique acoustique c'est essentiel, c'est sans barrière, même si on parle pas mais la même langue, on se comprend, il y a quelque chose d'universel qui passe, et c'est comme ça que le projet finalement de Lilac est né. Je m'égare un peu par rapport à la question, je crois, originelle, mais c'était quoi la question d'ailleurs Par rapport à la chanson justement. Ah oui, et We Need to Change. Et voilà. Et donc, bref, tout ça pour dire que j'ai toujours été très 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 lié finalement à la nature, au voyage. Et c'est vrai que depuis en particulier 2 ans, il y a un focus particulier. Il y a eu le mouvement des jeunes que je trouve donc des manifestations sous l'instigation de Greta Thunberg. D'abord les jeudis, les vendredis. C'est un mouvement que je trouve absolument magnifique, qui a été malheureusement un petit peu dénigré même par la classe politique au début, mais voilà, ça parle d'avenir, on le sait, tous les scientifiques le disent, il y a vraiment urgence, et donc moi ça m'a vraiment fortement marqué. Je suis évidemment sensibilisé depuis des années, mais là c'est vrai qu'il y a un coup d'accélérateur, et voilà, je me suis retrouvé finalement un peu de fil en aiguille à faire un album qui parle quasiment exclusivement de ça dans mes paroles, de manière poétique. Je suis pas non plus je veux absolument pas être culpabilisateur ou je ne suis pas parfait. Moi, j'essaye de faire certaines choses à mon niveau, mais voilà. Et donc ça parle de ça. I'm the Stranger, c'est le titre de l'album. C'est finalement, sommes-nous devenus des étrangers par rapport à cette nature qui nous entoure, et je crois que c'est la question que j'ai envie de poser à travers cet album. Et c'est vrai que le morceau We Need to Change, le titre est assez clair, je pense, il y a du changement. Quels sont les effets que vous recherchez dans cet album par rapport aux autres albums? Je crois que vous avez déjà fait 3 albums précédemment. Ouais, c'est exactement. Ouais, il y a eu Buy a Tree en 2013, Living by the Rules We're Making en 2015 et The Buffalo Spirit en 2018, où j'ai eu la grande chance d'ailleurs d'être nominé aux Decibel Music Awards et Octave de la musique. Et c'est vrai que ça a toujours été, je viens de le dire, très acoustique. Faut imaginer, donc c'est guitare, vraiment je veux dire le noyau dur de ma musique, c'est l'acoustique. Donc c'est le guitare acoustique, la voix, un violoncelle. D'abord Tech Le Jousseau, puis Meryl Lavar sur les albums suivants. Et donc vraiment jouer sur ce côté très chaleureux finalement de l'acoustique, mais sur ce nouvel album, c'est un petit peu le paysage est différent aussi, puisque si on revient sur Buffalo Spirit, c'est plutôt le côté américain. Oui, ici, c'est vrai. On est parti plutôt vers le Grand Nord. C'est vrai. Alors et ça a été un mélange. En fait, c'est vrai que l'album précédent, Buffalo Spirit, j'ai eu la grande chance de faire un long road trip. Je pourrais peut-être en parler plus en détail plus loin, mais en camping-car à travers l'Ouest américain, les grandes plaines, le territoire des Indiens Navajo. J'ai pu rencontrer des Indiens, j'ai pu d'ailleurs je joue de la flûte Navarro sur certains titres de l'album. Donc c'est vrai que l'album sent il y a un côté, on sent vraiment les grandes plaines. Du coup c'est Carlos Strazzante qui a fait les percussions traditionnelles, donc tout qui viennent un peu du monde entier, que ce soit des tablas, des percussions qui viennent vraiment de partout finalement, mais toujours avec des pots, donc toujours ce rapport finalement à la terre, cette terre rouge finalement que j'ai retrouvée sur la route dans le territoire des Indiens Navajo. Et ici pour ce nouvel album I'm the Stranger, j'ai
un peu moins voyager. Bon, c'est vrai que je peux pas voyager 4 mois tous les 2 ans, ça c'est clair. C'est vrai que je me suis retrouvé pas mal en Norvège, mais au moment de la production finalement, ça c'était au niveau de la composition. Je les ai beaucoup composés dans le Grand Nord, mais finalement au niveau de l'arrangement et de la production quand j'ai enregistré mes titres ici à Bruxelles. Il faut savoir que j'habite à Matongué, donc un quartier très métissé, très multiculturel. Je me suis amusé finalement à programmer des rythmiques moi-même, donc avec des sons soit un peu plus électroniques ou des sons même des samples de sons enregistrés mais que j'ai trouvé à gauche à droite, et finalement comme un peintre avec à l'aide de programmes informatiques, mais comme un peintre qui fait du pointillisme, je me suis amusé à mettre un son par-ci, un son par-là et construire petit à petit la rythmique du morceau comme ça. Puis j'ai fait 1, 2, 3, 4 morceaux et puis l'album s'est construit comme ça. Donc moi j'aime bien dire, c'est un peu la formule, finalement c'est un album qui a sans doute le regard à l'horizon des forêts du Grand Nord, des fjords, mais clairement les pieds ancrés dans le pavé bruxellois, quoi. Donc vous aimez vraiment les grands espaces. Alors qu'est-ce qui vous fascine justement dans ces grands espaces, et où écrivez-vous vos chansons? Est-ce que vous écrivez sur place ou vous revenez avec les images, le rêve ici à Bruxelles, et vous écrivez dans un petit coin perdu de votre maison ou autre part? Alors non, essentiellement j'écris vraiment sur place, et en fait il y a presque quelque chose de mystique, hein. Enfin la plupart des musiciens disent la même chose, c'est vrai. Non, c'est vrai que moi la nature est ultra inspirante. Moi personnellement c'est vrai que quand on voit des merveilles naturelles, je vais parler par exemple de l'Ouest américain, comme le Zion, le canyon Zion, le Grand Canyon, toutes sortes les forêts du parc Yosemite. C'est vrai que c'est carrément à couper le souffle. Moi personnellement, je m'attendais à voir des beautés, mais là ça a été vraiment au-delà de toutes mes espérances. Et c'est vrai que ça, personnellement, moi, ça me charge en fait d'une certaine énergie. Je me souviens d'un morceau qui s'appelle Lolomai Springs que j'ai écrit au bord d'un lac sacré Navarro. En fait, il faut imaginer, en fait, on est dans l'Arizona. Donc la terre est très rouge comme ça, avec des gros blocs montagneux rouges, et puis encaissés comme ça au fond d'une vallée. C'est presque une vallée secrète quasiment. Il y a un lac sacré Navarro qui s'appelle Lolomai Springs, donc c'est les sources de Lolomai. Et il y avait quelque chose d'absolument très apaisant dans ce lieu, complètement mystique. Et c'est vrai que je me suis simplement posé au bord de l'eau avec ma guitare, et moi j'ai une façon de composer vraiment comme j'essaye de me vider la tête et de comme un poète qui pourrait faire de l'écriture automatique. J'ai la même technique, c'est-à-dire je vais me laisser vraiment improviser, je vais vraiment laisser partir, voir ce qui vient. J'enregistre tout parce qu'il y a un truc assez bizarre, c'est que sincèrement, comme je rentre presque dans une sorte de transe, finalement 5 minutes après je pourrais avoir totalement oublié tout ce que j'ai fait. Et j'enregistre les choses, et puis voilà, il y a des idées qui viennent. Je les enregistre aussi pour pouvoir, quand je continue, je finalise le morceau, j'admets perdre finalement cette première touche, cette première émotion finalement que j'ai réussi à capter dans ce lieu. Et donc c'est vrai que voilà, du coup mes morceaux sont toujours liés finalement à un lieu en fait, et restent gravés par rapport à ce lieu. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous justement à travers ces 3 albums forcément ancrés dans la nature? On voit la pochette de l'album qui est magnifique aussi, donc I'm a Stranger. On vous voit vraiment en symbiose avec un arbre qui monte sur vous justement. Donc ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous par rapport à la nature ou par rapport à votre musique? Qu'on est intrinsèquement lié simplement à la nature. Je crois l'image que je voulais utiliser par rapport à ces branches, ces racines finalement qui m'ont envahi, c'était la question tout à l'heure où on se disait finalement on a parfois l'impression d'être au-dessus de la nature ou supra parce que voilà, mais en fait on se rend compte qu'on est complètement interdépendant de cette nature en fait en tant qu'homme. C'est notre milieu naturel. On a tendance un petit peu à l'oublier, à fantasmer avec des fantasmes à la Elon Musk un peu délirant, qu'on va soi-disant pouvoir coloniser une autre planète ou je sais pas quoi. Non, je pense que c'est ici notre petit paradis entre guillemets. Il est simplement ici sur Terre, et il faut vraiment le chérir en fait. Et ce que j'ai appris, oui, sur moi, c'est sûrement une sorte d'humilité finalement, c'est de se dire
finalement on est peu de choses, qu'on est là, cette terre elle était là avant nous, elle sera là certainement après nous, et il faut en prendre soin simplement, que ça soit, si c'est pas pour soi-même, c'est pour les générations suivantes. Faut savoir que moi j'ai des enfants, c'est vrai que quand on voit que les scientifiques nous disent qu'il y a déjà 70% de la faune et de la flore sur la planète qui ont disparu en 30 ans, moi je suis un peu triste pour eux, mais j'essaie d'être fondamentalement optimiste, et je crois qu'on se le doit de l'être. Mais voilà, c'est un petit peu ça que j'ai appris sur moi, et mais ça fait du bien, ça remplit d'énergie en fait, simplement, et on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Je le dis, je pense que les micro-aventures, on l'évoquait hors antenne tout à l'heure, que ça soit en forêt de soigne ou aux alentours de chez soi, il y a moyen de vivre des aventures extraordinaires dans la nature. Mais moi, ça m'apaise personnellement. C'est clair. Comment est-ce que vous voyez évoluer votre style ? On voit dans votre style, il n'y a pas également d'autres instruments. Il y a la guitare dans laquelle vous jouez. Ouais. Il y a du violoncelle aussi qui donne pas mal de profondeur. Exactement, dans la musique. Ouais. Et également, il y avait le sitar avec Joachim Lacrosse. Exactement. Est-ce que ça fait partie de votre évolution musicale, ou vous voulez encore aller voir vers d'autres univers ? Non, c'est clair. En fait, c'est un projet où je fais pas forcément. Alors dans le dernier, comme ça j'aurais cité tout le monde, dans le dernier album, il faut savoir, donc il y a Mary Lavare au violoncelle, il y a aussi du violon avec Benoît Le Seur. Donc j'ai la grande chance, c'est des musiciens hors pair, j'ai une grande chance d'être très très bien entouré. Jérôme Van Den Briel à la guitare, en plus électrique pour les lives. Donc et c'est vrai que ça a toujours été un projet où j'ai pas fait de stratégie. Donc c'est vrai que en fonction du morceau, comme ça, j'ai presque un peu, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un peu presque des compositions, c'est presque des morceaux qui me tombent dessus quelque part, qui font partie de moi forcément. Je les sors de moi, mais et donc j'essaie de voir finalement, mais qu'est-ce qu'ils me disent ces morceaux, où est-ce qu'ils veulent aller, etc. Et donc c'est comme ça qu'effectivement je me suis retrouvé à jouer 2 titres sur le deuxième album avec Joachim Lacrosse, d'ailleurs un petit coup de projecteur sur son projet Sitar Dust qui est absolument magnifique. Je vous engage à l'écouter aussi. Et donc voilà, j'ai envie de laisser la porte ouverte finalement à des invitations, à des échanges. La musique, c'est ça aussi, faut pas l'oublier, et de voir, de me laisser ouvert finalement, là un maximum. Dans cette vie d'artiste, il y a également un grand témoin par téléphone aujourd'hui, qui témoigne un petit peu de l'artiste qui est avec nous aujourd'hui, entre autres Lilac. Voilà. Et donc c'est Pierre Vraven. Je propose qu'on l'appelle tout de suite. Allô? Allô Pierre, c'est Amaury Lilac. Tu vas bien? Bonjour Pierre, bienvenue dans la vie d'artiste de Lilac. Oui. Parlez-moi un petit peu de votre rencontre. Enfin, avant ça, je voudrais demander à Lilac qui vous présente un petit peu. Bah oui, quand même. Oui, je vais te présenter donc Pierre Vraven, personne assez centrale dans la musique ici en Belgique, puisque créateur, initiateur aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, corrige-moi, de court-circuit au départ, notamment. C'est la fameuse ASBL qui aide, qui a créé le concours circuit, dont beaucoup d'artistes reconnus aujourd'hui sont issus, qui évidemment informe les artistes de plein de choses, d'informations juridiques, de tremplins, de toutes sortes de choses. Tu en parleras sûrement mieux que moi, ancien manager de Soul. Voilà. Carrière, effectivement. Voilà. Donc justement, parle-moi un petit peu de votre rencontre avec Lilac, Pierre. Alors moi, il y a très longtemps que j'ai rencontré. Je crois qu'au tout début d'Attica, donc dans les 2003-2004, il venait d'avoir gagné le Verre du Rock, parce qu'avec le court-circuit dont je suis parti à l'époque, on participait au jury, donc on l'avait découvert là. Donc Attica, on n'en a pas parlé, mais c'était un de mes groupes effectivement. Oui, c'est un très très beau projet qu'ils avaient, et c'est là que j'ai découvert Amaury. Ce grand jeune Amaury, un peu playboy, un peu modeste. C'est ça. Passionné de musique, motivé, doué. Voilà. Et voilà, c'est là que j'ai vraiment découvert ce personnage qui était dans un groupe qui était déjà pour moi étonnant à l'époque. Et voilà, avec Gilles Morcio. Et c'est comme ça que j'ai découvert Amaury. Est-ce que vous aviez au départ les mêmes aspirations musicales ? Est-ce que c'était le même univers que vous ? Oui, vous savez qu'on écoutait évidemment, très influencé à l'époque, et encore aujourd'hui on peut dire, de Jeff Buckley, de Radiohead, de Nick Drake. Ils avaient même repris à l'époque un morceau de Nick Drake.
Il a repris après. On avait pris Simone, Riverman, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, évidemment, il y avait des artistes comme Coco Rossi ou il y avait des groupes comme ça qui étaient un peu similaires, qui ont ne fût même que Deus, qui est un groupe belge. Il y avait un peu de tout ça, et forcément, oui, j'écoutais ce type de musique, oui, à l'époque. Qu'est-ce que vous avez apporté à la carrière de Lilac, d'Amaury ? Tout. Je lui dois tout. Ouh là 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 là. Non, mais un bon coup de pouce au départ, c'est vrai, de Lilac, t'as été un des premiers à réagir, et c'est vrai que tu m'as donné un bon coup de pouce pour mettre ce projet en lumière quand même. Oui, j'étais surtout encouragé et soutenu, et puis favorisé quelques rencontres professionnelles. Mais j'étais en admiration devant ce projet parce que je le trouvais très beau, ce solo de songwriter. Comment est-ce que vous décrivez Amaury comme artiste, en tant qu'artiste, personnellement ? Comment est-ce que vous le trouvez ? Moi, j'ai toujours été étonné par sa voix, plus particulièrement. Il a une voix merveilleuse, avec un grain très original, avec une belle sensibilité, et puis les émotions. Parce que c'est ça la dimension artistique, ils arrivent à me voir. Et en plus, comme il est auteur-compositeur, c'est assez rare, et même si pas arrangeur, même si voilà, donc c'est vraiment un vrai passionné. Ça. Et oui, c'est toute cette dimension-là. Alors forcément, il y a l'amitié qui s'est rajoutée à ça, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel dans son genre. Oh, je l'ai pas soudoyé, je vous rassure. Quelle émotion vous retrouvez dans ses chansons, dans sa musique ? Les mélodies essentiellement, et puis forcément les textes, ces textes qui traduisent la nature, les grands espaces, ces voyages internes, donc voilà tout. Et puis de plus aujourd'hui, qui avec sa conscience pour changer le monde, voilà tout s'y retrouve. Donc ça vous parle aussi la protection de la nature, de l'environnement ? Est-ce que c'est un point commun avec Amaury ? Ah oui, tout à fait. Oui, non, je suis en plein. Oui, je participe petitement à ça, mais c'est très important. Bah oui, en plus, enfin, je sais pas si je peux me permettre, mais c'est vrai que Pierre, voilà, on cherche tous un peu, mais t'as même ton projet d'habitat. Je sais pas comment vous appelez ça, collectif, des choses. Enfin, non, c'est quelque chose qui. T'es en recherche aussi quelque part d'alternatives finalement au système, quoi, un peu. On essaie d'être un vecteur. Ça, chacun à sa manière. Moi, petitement chez moi, et puis aussi, je participe à un festival qui est le Festival Maintenant, qui est une festival de transition qui justement pousse les gens et qui prennent conscience qu'il faut changer les choses, de manière générale, qu'il faut consommer autrement, etc. Il y a tellement de choses à dire. Ouais, là, c'est sûr. Est-ce que vous vous rappelez d'un souvenir où Amaury a dû surmonter quelque chose de difficile pour en retirer le meilleur de lui-même ? C'est-à-dire qu'on s'est parfois retrouvé dans des moments difficiles, dans des concerts qui n'étaient pas évidents au point de départ, par rapport au public qui va arriver, tel que le contexte parfois, parce que techniquement c'est pas adapté, parce que voilà. C'est vrai une ou deux fois on est tombé comme ça, mais après, tout est merveilleux parce que ça se passe très bien, parce que d'une part, Amaury est très professionnel et donc il prend ça, voilà, il prend du recul et puis voilà, il traduit exactement ce qu'il avait envie de faire et finalement, ce public est séduit par en tout cas ce qu'il montre, ce qu'il nous fait écouter. Et puis oui. Non, et puis c'est vrai que je travaille aussi avec des gens je peux le dire, extrêmement bienveillants, extrêmement de bonne volonté. J'ai envie de parler de John Maillard, voilà, ou John Maillard, mon ingénieur du son, qui est vraiment le MacGyver qui arrive à se sortir de toutes les situations. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on arrive toujours. Même avec des coupures d'électricité, ce qu'on a déjà eu. On a terminé les concerts au milieu du public à chanter avec juste une guitare acoustique non pluguée, le violoncelle et voilà. On y arrive. Oui, mais vous passez du temps ensemble quand vous vous retrouvez. On aime bien les luncher d'ailleurs. Je sais pas si on va encore pouvoir le faire. Mais... oui, on aime bien partager nos petites vies et ouais. Ça, ouais. Mais Pierre est un épicurien parce qu'il m'a invité aussi à jouer à
à une sieste acoustique. Je sais pas si je peux en parler, mais je pense. Oui, tu peux en parler. À la ferme du Biérot, et il fait très très bien les choses. Il a demandé, je crois que c'est une connaissance, un ami à toi qui est chef, je sais pas s'il est étoilé ou du moins en tout cas, comment on appelle ça, chef. L'air du temps, ça s'appelle. Voilà. Et qui du coup invite les artistes juste avant le concert à déguster. On s'est retrouvés au milieu de la cour de la ferme du Biérot, je me souviens, sous le soleil, à déguster entrée, plat, dessert, gastronomique. C'était absolument fabuleux. Donc on se laisse pas aller, de temps en temps. Alors les cachets sont pas toujours simples. Bon, la vie d'artiste, c'est pas toujours évident tous les jours, mais au moins de temps en temps, il y a des bonnes compensations. Il faut prendre des moments de bonheur. Oui, exactement. Il faut prendre quelque chose au passage. Merci Pierre d'être passé dans la vie d'artiste et de témoigner donc envers Anna Avec Hillac. plaisir. Merci Pierre. Quelle est votre actualité pour vous? On sait que pour l'instant, avec le Covid, c'est pas évident d'organiser quelque chose en concert et tout ça. Donc, pour l'instant, au niveau culturel, il n'y a pas grand-chose à part. Je transmets je suis professeur à l'IAT, et dans ce contexte-là, je donne cours à des futurs agents, managers et producteurs de spectacles. Mais bon, on le fait pas nécessairement en présentiel, et donc voilà, on adapte les cours. Mais ça reste passionnant, et heureusement, on peut encore continuer à faire ça, sans former des futurs. C'est ça, c'est ce qui garde l'espoir et l'objectivité dans la suite, en tout cas. Oui, exactement. Ok. Merci beaucoup. Merci Pierre. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Leïla, qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère par rapport à votre musique? On me dit souvent que je suis un espèce de troubadour, poète romantique. Effectivement, mais romantique dans le sens un peu du 19e siècle. C'est-à-dire, ce qu'ils entendaient par là à l'époque, c'était un peu mourir pour son art, quoi. C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait pas beaucoup de concessions. Sinon, je crois que je changerais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, j'ai absolument pas envie d'essayer de faire une copie d'un tel ou une copie d'un autre. Je crois que vu l'état du marché du disque, etc., finalement, je pense que j'ai eu la bonne stratégie de faire la musique qui me correspondait exactement à moi, finalement. Et c'est ça qu'aujourd'hui que je pense que les gens apprécient. Et c'est ça qui est chouette, c'est finalement ma musique, je peux la jouer sur la grande scène des Francopholies de Spa, chose que j'ai déjà fait plusieurs fois, autant que je peux la jouer dans un salon devant 10 personnes, dans un home concert. Et on me dit toujours que je transmets quelque chose parce que je crois que je suis sans barrière, sans filtre, entre guillemets. Je suis pas en train de jouer un jeu, de me la jouer, me la péter ou je sais pas quoi. Donc je pense que c'est un peu ça qui transparaît en premier. Et voilà. Est-ce qu'il y a des références musicales qui vous accompagnent dans vos compositions? Il y en a beaucoup. Mais moi, je suis un enfant à la base du rock. Donc j'ai écouté énormément Led Zepp, David Bowie. Voilà, tout ce genre de trucs. Après j'ai étudié, il faut savoir que j'ai étudié le jazz au conservatoire. Je suis un grand fan de Chet Baker aussi. C'est pour ça que j'ai commencé la trompette aussi. Je joue de temps en temps un peu de trompette, pas sur le dernier album. Ah si, un tout petit peu sur le dernier album, sur un morceau qui s'appelle My Bird. Mais sinon, de manière générale, voilà, le jazz. Et c'est vrai que maintenant, j'écoute énormément de tout ce qui est folk. En fait, effectivement, c'est une musique qui bon voilà, j'ai commencé, je pense que avec Nick Drake, Pierre en parlait tout à l'heure. J'adore Damien Rice. Enfin bon, le truc c'est qu'évidemment quand on me pose la question, j'oublie tous les noms évidemment. Qu'est-ce que j'écoute encore? Ouais, non. Mais énormément de choses acoustiques et voilà, ça me parle de ce qu'on appelle un peu finalement le new folk, l'Americana. Voilà, j'aime beaucoup First Aid Kit par exemple. C'est deux américaines que j'ai énormément écoutées lors de mon road trip aux États-Unis. Il y a quelque chose d'assez épique comme ça dans la musique folk.
C'est des gens qui parlent toujours un peu comme ça d'un retour à la terre, de recherche de nouvelles valeurs. C'est un petit côté new baba cool quoi, finalement un peu, mais à la sauce moderne quoi. C'est pas forcément, on fume pas forcément de l'herbe et non, c'est pas ça. C'est plus le côté de retrouver des nouvelles valeurs. Et moi, c'est quelque chose qui me porte assez. J'ai toujours aimé un peu le côté un peu, comment je vais dire, un peu épique quoi finalement. On a un petit peu parlé de l'ego de l'artiste, avoir du succès en tant que musicien ou artiste, c'est une question de quoi? De style, de talent, d'ambition? L'ego? Oui. Alors moi personnellement, plus j'avance dans ma carrière, plus je suis convaincu que les tout grands artistes sont les personnes les plus simples. Je me souviens très bien, j'ai eu la grande chance de voir David Bowie, je me souviens sur scène à Anvers. Et le gars est arrivé, mais c'était bien sûr après toute la période Ziggy Stardust et tout ça dans les années 70, où là c'était vraiment le côté théâtral qui était mis en avant. Là il arrivait en jeans, t-shirt blanc, ultra simple, à parler à son public de manière très très simple. Et en fait j'ai l'impression que c'est vraiment la marque des ronds. Moi personnellement, l'ego, je travaille je trouve que c'est un peu une perte de temps en fait quoi. Je travaille maintenant avec des gens, que ce soit ma violoncelliste Mary Lavarle, Benoît Le Sœur, on est tous en fait au service de la musique. C'est la musique qui doit nous diriger. J'ai eu la grande chance de suivre l'enseignement de Garrett List, qui est malheureusement décédé l'année dernière, qui est un tromboniste américain extrêmement connu, qui a joué avec Miles Davis, avec beaucoup de gens à New York, qui était dans la mouvance free jazz dans les années 50, et qui a été invité, je fais l'histoire très court, mais par Henri Pousseur, qui est un compositeur belge dans les années 70 au Conservatoire de Liège. Et il a créé une classe d'improvisation libre où et voilà, j'ai eu la chance pendant 3 ans de suivre cet enseignement-là. Et en gros, on improvisait tout le temps. Moi, j'étais à la voix, mais il y avait toutes sortes d'instruments, viol de gambe, enfin des gens de milieux venant autant du classique que du jazz, que du rock, toutes sortes de choses. Et on partait, on improvisait, mais absolument sans consigne. On fermait les yeux. On savait éventuellement que ça allait être collectif ou peut-être à 3. Et on ne savait pas quand on allait commencer et on ne savait pas quand on allait terminer. Tout ce qu'on devait suivre, c'était suivre le son. Et c'est exactement ce que j'essaie de continuer à développer, même si je suis pas dans voilà, là, ça reste quand même des morceaux qui sont écrits, mais dans l'état d'esprit, dans la dynamique, c'est exactement la même chose. Finalement, c'est quand j'enregistre mes morceaux, j'en parlais tout à l'heure. Finalement, les morceaux, ben voilà, et puis petit à petit, qu'est-ce qu'a besoin ce morceau, que veut dire ce morceau, et c'est comme ça que je les arrange. Et en fait, c'est suivre le son. Ça paraît peut-être un peu étrange pour les non musiciens. Mais voilà, en fait, on essaye de sentir une vibration, de sentir qu'est-ce qu'on est en train de dire, et voilà. Et donc, quand on est dans cette démarche de suivre le son, finalement, l'ego n'a pas tellement de place, au fait, quoi. On termine souvent cette émission avec des questions bizarres et étranges. Justement, est-ce que vous avez une attitude ou une manière bizarre ou étrange? Une manière ou une attitude étrange. Ou une habitude étrange aussi, peut-être. Une habitude. Ah oui. C'est un peu comme... toujours un peu stressant. Avant de monter, c'est assez paradoxal, parce que quand les gens me voient sur scène, ils me disent toujours « mais t'es hyper détendu », parce que je discute avec le public aussi, j'échange, je leur raconte pas mal d'anecdotes de voyage durant mes... Donc les gens pensent que je suis hyper zen, je suis le type le plus zen de la planète, mais sauf que c'est totalement faux, évidemment. Il faut savoir que Jacques Brel vomissait à chaque fois avant de monter sur scène. Alors moi je vomis pas, mais par contre je fais les 3000 pas, c'est pas les 100 pas, c'est les 3000 pas. À mon avis je dois aller aux toilettes 5-6 fois avant de monter sur scène. Enfin voilà, ce genre de truc, pardon pour les détails. Mais oui, non, voilà, ça doit être un peu ça, ouais, sans doute. Si on était dans votre tête, qu'est-ce qu'on pourrait souvent entendre ? Qu'est-ce qu'on pourrait entendre dans ma tête ? Je suis un peu obsessionnel aussi. Ça tourne un peu, c'est toujours un peu les mêmes idées. Tant que j'ai pas résolu le truc, il suffit que je travaille sur une idée, sur un morceau, comme ça je peux travailler pendant 8 heures d'affilée.
sans m'arrêter tant que j'ai pas trouvé soit la deuxième part, je sais pas, je dis au hasard, hein, le refrain ou telle parole qui vient pas. Et donc ça tourne en boucle. Je pense que quelqu'un qui doit assister à un moment de composition, je parle pas des premiers jets où là vraiment c'est plus de l'improvisation, mais c'est quand vraiment je veux finaliser le morceau. Je pense que ça peut rendre un peu fou parce que je tourne les trucs en boucle pendant des heures. C'est mon côté obsessionnel, mais gentiment, hein, obsessionnel. Voilà. Est-ce que vous pouvez dévoiler quelque chose sur vous que personne ne sait? Oula, que personne ne sait. Ça c'est dur parce que ma femme elle sait plus ou moins tout. Hein. Mais le problème c'est que si je le dis, tout le monde va le savoir. Ah ouais, c'est ça le jeu. Que personne ne sait, ou peu de gens savent, on va dire. Quelque chose sur moi. Oh, c'est une question difficile. Ce que je viens un peu de dire sur le côté, je vous cache pas que ce que je viens de dire sur le côté obsessionnel, peu de gens le savent en fait. Hein. Donc là comme ça, j'ai pas d'autre idée que ça, mais c'est vrai que je ne le dis à personne ça par contre. Donc voilà. Alors quel serait le meilleur endroit pour écouter votre musique? Alors le meilleur endroit, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils écoutent ma musique dans la voiture. Alors je sais pas si c'est le meilleur endroit, mais en tout cas ça les fait, ça les évade parce que ils me disent mais c'est incroyable, j'ai des images qui me viennent en tête, donc et il y a pas mal de gens du coup ça les détend quand ils sont dans les embouteillages, donc pour eux c'est un bon endroit. Maintenant le meilleur endroit, moi j'aime bien l'idée d'un dimanche matin tranquille avec un café, le soleil est pas encore très haut là, à l'horizon. C'est un soleil de printemps, voire d'été. Là, on sent la chaleur qui monte. Il fait peut-être légèrement, on n'a pas froid, mais légèrement encore un peu frais. On a le café. Et puis on a la musique tranquille qui est diffusée derrière. Ça me paraît pas mal, ça. Quelle est votre première pensée au réveil et forcément votre dernière pensée au coucher? Que j'ai de la chance. J'ai quand même de la chance d'avoir ma femme et mes deux enfants et de faire ce que j'aime, même si c'est pas forcément toujours la vie d'artiste, c'est pas un long fleuve tranquille tous les jours. Mais c'est une grande chance d'avoir cette flamme finalement de la musique qui m'a porté qui me porte depuis 25 ans maintenant au moins. Merci Amaury Laylac. Avec grand plaisir. D'être venu dans la donc, vie et j'oublie de dire, on a oublié de parler évidemment de choses essentielles. C'est venez me voir le 15 décembre au Botanique. C'est là que je présenterai ce nouvel album I'm the Stranger. Donc au Botanique le 15 décembre. Il y a toute une série de dates d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir mon site internet. C'est laylac.be, lylac.be. Ok, on va se quitter avec Rebel Heart, on écoute souvent ici Rebel sur Heart. RCF. Okay. Avec plaisir. Voilà, ouais, un petit zeste de rébellion positive et lumineuse parce qu'il en faut en ce moment. Merci beaucoup. Merci.